Les bureaux de vote ont ouvert timidement ce jeudi au Kenya pour l'élection présidentielle contestée par l'opposition. Raila Odinga a appelé ses partisans à rester chez eux. En Ouganda, le chef de file de l'opposition a de nouveau été arrêté. Kizza Besigye ainsi que 5 de ses partisans avaient auparavant été inculpés d'incitation à la violence et remis en liberté ce mercredi. Enfin, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, est arrivée en République démocratique du Congo. Après l'Éthiopie et le Soudan du Sud, elle séjournera en RDC jusqu'à vendredi. Voilà pour les titres de ce journal. Les bureaux de vote ont ouvert timidement leurs portes ce jeudi au Kenya pour l'élection présidentielle boycottée, on le sait, par l'opposition. Raila Odinga, le chef de file de l'opposition politique, conteste toujours la crédibilité du scrutin et a appelé ce mercredi ses partisans à rester chez eux. Mais des échauffourées ont éclaté entre des militants de l'opposition et la police dans plusieurs bidonvilles de la capitale. Reportage. Dans le bidonville de Matare à Nairobi, le président du bureau de vote a déclaré le vote ouvert peu après 6 heures, tandis qu'à l'extérieur, plusieurs électeurs patientaient, contrastant avec les longues files d'attente de l'élection du 8 août annulée par la Cour suprême. Nous aimerions la démocratie pour que les Kenyans puissent avancer, pour que nous puissions voter sans tenir compte de l'ethnicité. Tout ce que je souhaite, c'est que Dieu nous aide à voter de manière pacifique, sans violence. J'ai voté parce que c'est mon droit. Je veux voir si tout va retourner à la normale. Et de cette manière, en finir avec ça parce que l'économie n'est pas bonne. Le leader de l'opposition, Raila Odinga, a appelé au boycott du scrutin, estimant que les conditions d'une élection transparente et juste n'étaient pas réunies. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, qui fête ce jeudi son 56e anniversaire, est dès lors assuré de l'emporter face à 6 candidats mineurs. Mais sa victoire annoncée fera certainement l'objet de recours devant la justice. Nous devons mobiliser toutes les forces de notre pays pour s'assurer que dans 90 jours, il y ait de nouvelles élections libres, crédibles et justes. Des échauffourées ont éclaté jeudi matin dans plusieurs villes entre forces de sécurité et partisans de l'opposition qui ont érigé des barricades et tenté pour certains de bloquer l'accès au bureau de vote de la présidentielle. Le chef de l'opposition ougandaise, Kizza Besigye, a été arrêté à nouveau mercredi, 5 heures après avoir été inculpé et libéré sous caution. C'est ce qu'a annoncé un dirigeant de son parti, Harold Kaija. Les détails. Il a été libéré aujourd'hui, mais a été à nouveau arrêté après. Nous ignorons pourquoi, a précisé un haut responsable du Forum for Democratic Change, FDC. Kizza Besigye ainsi que 5 de ses partisans avaient auparavant été inculpés d'incitation à la violence et remis en liberté mercredi après 6 jours de détention selon son parti et la police. Besigye avait été arrêté la semaine dernière à la suite de la mort d'un partisan de l'opposition lors d'une manifestation interdite par les autorités dans la ville de Rukunguri à l'ouest. Mugisha Muntu du FDC avait indiqué auparavant que Besigye et les 5 autres opposants avaient été remis en liberté moyennant paiement d'une caution de $1 400. Le porte-parole de la police n'a pu confirmer qu'il avait été à nouveau arrêté. La semaine dernière, les manifestants avaient protesté contre un projet du parti au pouvoir visant à amender la Constitution pour supprimer l'âge limite fixé pour être président, ce qui permettrait au chef de l'État, Yoweri Museveni, âgé de 73 ans, de se représenter en 2021 pour un 6e mandat consécutif. Un responsable régional de la police avait précisé que les 6 opposants étaient accusés d'avoir incité les manifestants à agresser un policier dont la maison avait été attaquée et d'avoir endommagé un véhicule de police. Ils sont en outre inculpés d'avoir tenu un rassemblement interdit à Rukunguri le 18 octobre. Les 6 inculpés ont nié toutes ces accusations. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara s'est exprimé mardi à Niamey, au Niger, sur la crise qui prévaut au Togo. C'était en marge d'un sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il appelle notamment à des discussions entre pouvoir et opposition. Suivons un extrait de sa déclaration. Nous avons indiqué qu'il était important qu'il y ait un climat de paix au Togo, quelle que soit l'origine de la violence.
Donc les manifestations doivent pouvoir se faire, mais de manière pacifique. Nous estimons qu'il faut des négociations, car il y a des institutions au Togo, et que ces manifestations, ces négociations doivent aboutir aux modifications constitutionnelles qui ont été déjà engagées, c'est-à-dire la limitation à 2 mandats et la question d'une élection où la majorité absolue doit être constatée au premier tour, à défaut de quoi il faut un deuxième tour. Et la troisième chose, c'est de faire en sorte que toute personne responsable de violence soit sanctionnée. Et la CEDEAO n'hésitera pas à prendre des mesures vigoureuses dans ce domaine. Nous considérons que le Togo doit avoir un climat de paix. C'est un pays qui fait son chemin et nous les encourageons, tous les Togolais, à trouver la meilleure voie nécessaire. Mais les propositions qui sont déjà faites sont des propositions qui permettent d'avancer vers plus de démocratie au Togo. Et nous soutenons donc ces initiatives. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, est arrivée mercredi soir à Kinshasa pour une visite jusqu'à vendredi en République démocratique du Congo. 3e étape de sa tournée africaine entamée en début de semaine. La RD Congo est confrontée, on le sait, depuis des mois à une crise politique et humanitaire très grave. Les détails. L'ambassadrice américaine est arrivée légèrement avant 18h à bord d'un avion militaire accompagné de plus d'une trentaine de personnes, a déclaré à l'agence France-Presse une source aéroportuaire. Effectivement, elle est bien arrivée, a confirmé le ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard Tchéo-Kitundu. Après l'Éthiopie et le Soudan du Sud, Nikki Haley séjournera en RD Congo jusqu'à vendredi, dernière étape de sa visite africaine démarrée en début de semaine. Les violences sont redoublées ces derniers mois au Soudan du Sud et en RD Congo en dépit d'une forte présence des casques bleus. La mission de paix de l'ONU en RD Congo, MONUSCO, la plus importante dans le monde, compte quelques 18 000 casques bleus. Nikki Haley a exprimé mercredi sa déception et ses inquiétudes quant à la situation au Soudan du Sud, ravagée par une guerre civile, après avoir rencontré à Djouba le président sud-soudanais Salva Kiir. Il s'agit du premier voyage en Afrique de l'ambassadrice qui a rang de ministre dans l'administration américaine. Selon les sources officielles et diplomatiques à Kinshasa, Nikki Haley se rendra jeudi dans le nord Kivu, à l'est, avant de revenir à Kinshasa, où il est prévu des rencontres avec les autorités, dont le président Joseph Kabila Kabange, mais également des responsables de l'opposition et de la société civile. Cette visite en RD Congo intervient au moment où ce pays est confronté à une crise humanitaire, sécuritaire et politique. Cette dernière situation est liée au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. En France, enlèvement et séquestration suivi de la mort de son petit-neveu Grégory. Le sort de Marcel Jacob a scellé vendredi en France. La chambre de l'instruction de Dijon rendra en effet sa décision sur la demande d'assouplissement plaidée mercredi du contrôle judiciaire de l'accusé mis en examen en juin. En France, la chambre d'instruction de Dijon rendra sa décision vendredi sur la demande d'assouplissement du contrôle judiciaire de Marcel Jacob. L'homme a été mis en examen en juin pour l'enlèvement et la séquestration, puis le décès de son petit-neveu Grégory. L'arrestation du couple de septuagénaires en juin avait relancé une affaire qui n'a pas été élucidée en plus de 33 ans. Brièvement écloués, les époux Jacob ont été libérés, mais ont l'obligation de résider séparément. Jamais inquiétés auparavant, Marcel et Jacqueline Jacob sont soupçonnés d'avoir été les corbeaux de l'affaire, mais aussi d'être impliqués dans le rapt et le décès du petit garçon de 4 ans, retrouvé pieds et poings liés dans les eaux de la Vologne, dans le cadre d'un acte collectif qu'ils contestent. Le résultat, c'est que la Cour s'est laissé le temps de la réflexion. Elle rendra sa décision vendredi à 16h. Ça s'explique parce que Madame Jacob a fait une demande de main levée de son contrôle judiciaire qui sera étudiée vendredi matin. Ils vont donc rendre une décision, enfin en tous les cas je le présume, commune aux deux vendredi à 16h. Si les époux Jacob vraiment étaient impliqués, ils avaient tout le temps d'avoir une version commune. Tout le temps. Ils ont vécu matin, midi, soir et les nuits pendant 33 ans ensemble. Ça laisse un peu de temps pour préparer une défense. Ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, je veux encore bien patienter pour rescinder ce couple jusqu'au 18 novembre, mais pas au-delà. Jacqueline Jacob viendra devant la chambre de l'instruction pour demander non seulement à rentrer chez elle, mais aussi la levée de toutes les dispositions de son contrôle judiciaire.
Un dossier indépendance de la Catalogne. Les indépendantistes catalans organisent la résistance pacifique à la prise de contrôle de leur région par le gouvernement espagnol qui veut empêcher la sécession. C'est à travers des réunions publiques, des ateliers ou sur les réseaux sociaux. Les détails à suivre dans cet élément. C'est le 1er octobre à Barcelone. Ces Catalans sont venus voter un référendum d'indépendance interdit par Madrid. Certains, avec leurs enfants sur les épaules, confrontés à une réponse policière musclée. Ces images ont fait beaucoup de mal au gouvernement espagnol, confronté à un mouvement indépendantiste catalan qui, lui, se revendique non violent et démocratique. Le premier point est presque stratégique. Ne leur donnons pas une seule excuse, parce que si pour une raison ou pour une autre il y a de la violence, les caméras se tournent vers la violence. Et alors tu as déjà perdu tout le débat. Juste pour le côté stratégique, c'est important. La mobilisation ne faiblit pas malgré la multiplication des événements chaque semaine, presque chaque jour. Comme lors du référendum, des pompiers font parfois tampon entre la police et les manifestants. C'est vrai que les gens sont très en colère. Parfois, cette colère est difficile à contrôler. C'est pour ça qu'on est là, pour contrôler les gens qui sont un peu enragés. Et nous sommes ici pour contrôler les provocateurs et les agents infiltrés. Les événements sont concertés, coordonnés. La machine de guerre indépendantiste fourbit ses armes pacifiques et se prépare à l'escalade avec Madrid. Une désobéissance civile massive, déterminée et continue de milliers de personnes. C'est une hypothèse pour le futur. C'est une conséquence du 1er octobre. Mais entretenir la flamme indépendantiste de manière pacifique se complique. Une pression croissante de Madrid et un pourrissement de la situation pourraient à terme mettre le feu aux poudres. Lutte antiterroriste aux Philippines, le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, a salué ce mercredi l'armée philippine pour avoir défendu les droits de l'homme, dans une bataille de 5 mois contre les militants des groupes d'État pro-islamiques dans la ville du Sud. Les chefs de la défense philippine ont déclaré lundi la fin de la plus longue guerre urbaine de la nation à Marawi. Les troupes s'y sont battues pour chasser les militants qui ont attaqué la ville afin d'établir un califat en Asie du Sud-Est. Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, qui était aux Philippines pour participer à une réunion sur la sécurité régionale, a fait l'éloge de l'armée, l'allié de l'Amérique et son partenaire de défense mutuelle. Nous avons évidemment salué leur victoire dans cette bataille et le plus important, c'est que voici une armée qui a dû s'engager dans un tel combat et qui n'est accusée de manière crédible d'aucune violation des droits humains, pas une seule. Et quand on voit à quel point cette bataille a été terrible, cela dit vraiment quelque chose de l'armée philippine qui a maintenu des conditions de droits de l'homme en pleine bataille. Malgré les remarques de Mattis, la Commission philippine des droits de l'homme a déclaré qu'elle enquêtait sur des allégations d'abus à Marawi après avoir reçu des plaintes d'avocats locaux et d'un groupe de défense de droits. Des cas de morts civiles présumés dus au bombardement aérien de l'armée ainsi que des arrestations illégales et des tortures sont documentés d'après ces ONG. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles. Sika, à très bientôt.